Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, là, ça m'a pris là comme ça. Je vous parlerai après. Je ferai une guidance en fait sur les énergies du moment après. Mais aujourd'hui, là, maintenant, je voudrais vous parler en fait de l'impuissance dans notre paysage, dans ce qui nous entoure. Et je me suis fait une réflexion en fait. Moi, il y a quelques années, avec ma blessure d'injustice, en fait, je soulignais toujours en fait ce qui était injuste et ce qui est logique, ce qui est normal lorsqu'on est dans sa blessure d'injustice et aussi de trahison, puisqu'en fait c'est une insécurité qui se met en place inconsciemment, puisqu'en fait on n'a pas été sécurisé, donc on a été trahi et on trouve ça injuste. Donc en fait les deux sont liés. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de ça, de l'impuissance par rapport à l'injustice et la souffrance, par rapport à la misère. Euh, Quand vous voyez des gens, et ça ne concerne pas que en fait les gens qui essaient de retirer ces personnes-là, les communes à travers leur police, soit la nationale, soit la municipale. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, mais ça fait très longtemps, mais aujourd'hui je ne suis plus dans l'intensité de cette injustice chez moi, mais plutôt aujourd'hui dans la réflexion et dans le partage. Donc là, je voudrais vous partager tout ça. Donc 1 minute 30 pour l'instant rien vous dire. Vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous explique un petit peu le décor. Et donc en fait, cette impuissance que les gens vivent, que ce soit des propriétaires de lieux, d'immeubles ou quoi, ou d'endroits, ou que ce soit les communes, quand on voit un SDF, et ça concerne tout le monde, hein, quand on voit un SDF, on a plutôt tendance à quoi? Je dirais pas, je dirais majoritairement, on a plutôt tendance à reculer, à passer notre chemin et ne pas faire attention ou faire un semblant de sourire ou faire un semblant où on a vu, ouais, bon, non, non, je veux pas. Et en fait, ça, c'est une fuite, c'est une stratégie de fuite. On a tendance à faire ça parce qu'en fait, je dis on, je m'inclus dedans, mais aujourd'hui, je ne me sens pas vraiment concerné par ce point-là, mais je m'inclus tout de même en tant qu'être humain. Parce que je ne suis pas infaillible, et peut-être que sur d'autres domaines, peut-être que je le fais, ça. Je mets peut-être en place une stratégie de fuite, et c'est possible. En tout cas, je l'envisage comme ça, dans une possibilité, parce que je ne suis pas parfait. Euh, donc, je ne suis pas en train de vous partager de la perfection. Et en fait, si vous voulez, on a tendance à plutôt ne pas assumer son impuissance. C'est comme ce qui se passe actuellement hein, dans la vie actuelle, hein, dans le quotidien, la guerre, les manifestations, le machin, tout ça, c'est de l'impuissance. Et donc, en fait, on cherche à contrôler. Euh, Ce que je veux dire, c'est que vous avez des communes, en fait, qui passent leur temps à mettre en place des arrêtés municipaux pour dégager la misère. Vous voyez? Pour laisser les rues propres, soi-disant. Propres, parce qu'elles peuvent être salies, les rues, par autre chose qu'un être humain qui n'a plus rien. Et un être humain qui n'a plus rien n'est pas sale. Il n'a pas sali nos rues. Il, il occupe en fait une partie du domaine public. Je dis bien une partie, pas le domaine public. Une partie du domaine public à un endroit précis. J'en ai rencontré beaucoup de SDF. Euh, et moi-même, à un moment donné, dans ma vie, je l'ai été. Alors, pas dans la même mesure. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne me suis pas pointé sur un trottoir en restant et en demandant des sous. Il y en a qui le font et qui en ont besoin. Et d'autres non, qui font autrement. Et moi, à l'époque, je faisais autrement. J'allais voir des gens, tout ça. Et en fait, j'avais toujours un endroit où dormir. Mais j'étais SDF, officiellement. Donc cette impuissance, si vous voulez, en fait, les gens ont tendance en fait à fuir en fait cet événement qu'ils vivent à ce moment-là, parce qu'ils sont face à leur impuissance, ils ne savent pas la gérer. D'ailleurs, consciemment, ils ne savent pas du tout qu'il s'agit de l'impuissance qu'ils sont en train de vivre. Et en fait, cette impuissance, elle vient de leur propre souffrance, c'est-à-dire que en reflet à l'extérieur, ils voient une souffrance.
Un SDF qui est dehors comme ça, en fait, voilà, qui n'a pas de logement, qui n'a pas d'argent, tout ça, c'est une souffrance. Euh, Peut-être que le SDF lui-même ne souffre pas, en fait. On n'en sait rien, en fait. Il faut simplement, on a juste besoin, en fait, si on veut le savoir, de lui poser la question. Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous êtes bien? Voilà. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous venir en aide? S'il veut, il veut. S'il veut pas, il veut pas. En général, comme l'ego est déplacé, en fait, très souvent, ils vont vous dire non, par fierté, etc. Mais il y en a, moi j'ai discuté avec certains, franchement, je me suis accroupi à côté d'eux, j'ai discuté avec eux à Montauban il y a quelques mois. Oh, c'était génial, d'ailleurs en médiumnité, je leur ai donné des messages, et je leur ai dit, vous, dans 2 ans, en fait, vous n'êtes plus ici. Euh, Vous allez, je sais pas, ouvrir quelque chose qui va apporter aux gens. Et le compagnon de la nana qui était là, à qui je parlais, son compagnon, il dit, bah tiens, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'en fait, on voulait ouvrir un restaurant. Voilà, je leur ai donné le bon message au bon moment. Et j'ai trouvé ça génial parce que je leur ai parlé à ce moment-là, et c'était le moment. Et au moment où je me lève, où j'allais partir, puis on allait. Bah, moi, j'allais pas vraiment pleurer, mais j'étais en empathie avec eux et j'étais très content d'avoir pu leur apporter un message comme ça, médiumnique et un message divin. Et eux, ils se sont mis un peu à pleurer, quoi. Et j'ai senti en fait leur âme, voilà, animée d'un coup. Par rapport au message que je leur ai donné, alors que d'autres personnes les regardent comme ça, ils regardent en reflet la misère, la souffrance, alors qu'en fait, ces personnes-là qui les regardent de cette manière-là, sans les juger, simplement un constat, et c'est une réalité, en tout cas pour moi, c'est qu'en fait, ils ne voient que leur propre souffrance et de ce qu'ils ne veulent pas voir en eux, et surtout la peur de la mort, c'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils voient, c'est le reflet de ce qu'ils pourraient être. Donc ils ne veulent pas le voir. Vous avez qu'à essayer de regarder en fait dans les infos, par exemple, moi je regarde plus trop les infos, mais les infos viennent à moi sur certains points. Regardez en fait et posez votre attention surtout sur des points cruciaux, c'est-à-dire quand les infos vous parlent de la misère. On vous montre la misère à la télé, que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les infos. Regardez bien comment c'est traité, et regardez bien comment ces personnes-là sont traitées. Et vous allez voir qu'en fait, ce qu'on vous dit dans le message qui est subliminal et qui est inconscient, on vous dit surtout gardez votre travail, hein, gardez votre travail, continuez à gagner de l'argent, comme ça vous allez nourrir en fait la matrice, le système et l'État. C'est ce qu'on vous dit en fait. Vous avez tellement, les gens ont tellement peur de perdre leur travail quand ils voient ça, qu'ils se disent oh là là, mais moi c'est hors de question que je perde mon travail, hein, moi j'ai pas envie d'être comme ça. Hein. Alors oui, effectivement, je le souhaite à personne d'être comme ça, mais enfin, il y a une différence entre ne pas vouloir être comme ça parce qu'on se donne les moyens mais sans peur, avec ou, ou être et être dirigé en fait par ses peurs et de ne pas vouloir changer de boulot par exemple qui ne nous plaît pas parce qu'on a peur en fait de devenir en fait peut-être SDF. Quand on doit devenir SDF, on le devient. C'est pas un problème ça. Ça peut être lié à un divorce, ça peut ne pas forcément être lié à un boulot. Ça peut être lié à un divorce, la personne elle a demandé tellement d'argent que l'autre il n'en a plus, il doit payer des pensions alimentaires à gogo, alors que ce soit la femme ou l'homme, hein, peu importe. Moi pour moi c'est ici, hein, il n'y a pas de un qui est là ou un qui est là, les deux. Donc en fait d'un côté ou d'un autre, une des deux personnes peut payer plein pot une pension alimentaire, ça manque d'argent, et à un moment donné, bah, l'appartement qu'il a, bah, il ne peut plus le payer parce qu'en fait, bah, c'est trop. Donc il va se retrouver, en fait, bah, il va plus payer, il va tellement vouloir rester dans son appart, du coup, il va choisir entre rester et ne pas payer, donc il ne va pas payer. À un moment donné, il va se retrouver dehors. On peut se retrouver dehors par plein de choses. Vous avez un accident dans la rue, vous vous faites renverser, c'est peut-être pas de votre faute, c'est peut-être de la faute du conducteur, peu importe, en tout cas, vous vous faites renverser, vous avez un handicap et on vous reverse une pension. Mais il y a un moment donné, il y a une galère en fait au niveau des assurances et tout machin. Et en fait, vous perdez beaucoup d'argent. Donc vous perdez votre boulot. Hein, vous perdez votre boulot, vous n'avez plus de boulot. Donc votre rente, elle est en dessous de votre salaire de base. Et à un moment donné, bah, vous vous retrouvez à plus pouvoir vivre de la même manière que dont vous viviez en fait avant. C'est-à-dire en fait plus avec les mêmes moyens. Donc du coup, votre appartement qui était à ce niveau-là au niveau du loyer, bah, vous allez devoir descendre, donc changer d'appartement. Et comme l'ego, en fait, le mental, il ne veut pas changer, il n'aime pas le changement, il a peur de la mort, et ben, du coup, pour lui, c'est mourir. Donc en fait, il va se mettre en mode survie, donc en mode reptilien, et il va trouver des solutions de fuite.
et hop, il va se recroqueviller, tac, machin, il va pas payer, etc. Il va se retrouver dehors, et voilà. On peut se retrouver dehors par n'importe quel moyen, et n'importe quand, n'importe où. Voilà, c'est pas seulement donné à une certaine catégorie de personnes et d'autres non. C'est pas vrai. Donc je reviens sur l'impuissance. Donc bien, ces personnes en fait ne veulent pas assumer leur impuissance face à un événement. Donc elles ne veulent pas voir tout simplement leur propre impuissance, leur propre souffrance, et ça va nourrir le corps de souffrance également. Donc en fait il y a une espèce de dissonance cognitive qui se passe, où ils vont se trouver des excuses, des histoires cohérentes pour essayer de descendre dans l'intensité de la dissonance cognitive. Je vous en parlerai plus en détail de la dissonance cognitive. Là, je vous donne un exemple, par exemple. C'est plutôt de fuir et de trouver après une excuse, un truc, une histoire qu'on va se raconter pour dire ah oui, mais tu sais, moi j'ai fait ça parce que tu vois, ouais, mais c'est pas que je les aime pas. C'est un peu comme le raciste, hein, qui va vous dire bah moi, tu sais, moi j'aime bien le couscous et puis j'ai un ami arabe, hein. Ça atténue en fait la dissonance cognitive, tout simplement, l'intensité. Donc en fait, c'est de l'impuissance et en fait, on n'assume pas. Donc par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous donner un autre exemple en fait. Pourquoi je vous parle de l'impuissance? Et je vous ai donné cet exemple de SDF parce que c'est très classique et très quotidien. C'est qu'en fait, bon, les communes passent leur temps à poser des arrêtés municipaux. Les propriétaires d'immeubles ou même de bureaux, les entreprises là, qui ont un pignon sur rue, tout ça, là, les banques et tout ça, ils ont commencé à mettre des espèces de trucs comme les pigeons là, comme les pigeons sur le toit. Sur les toits, on fait des espèces de pics là, pour pas que les SDF se mettent sur le bord, tout ça. Parce que ça fait sale devant une banque, machin, tout ça. Voilà. Et les gens en fait font la même chose, les propriétaires d'immeubles font la même chose. Parce que quand leur immeuble, en fait, ils veulent pas, par exemple aux enfants, ils veulent pas montrer en fait la misère, la rue sale, etc. Le problème, c'est qu'en fait, à force de surprotéger les gens, les enfants, en fait, vous les aidez pas du tout, en fait. On les aide pas du tout, en fait, en faisant ça. Bien au contraire. On les prépare, en fait, à une insécurité totale. C'est-à-dire que le jour où ils vont sortir, ils vont découvrir le monde, ne serait-ce qu'en bas en bas de chez eux, c'est déjà le monde, ils vont découvrir une bombe, en fait. Et là, en fait, ils vont être complètement en empathie, ils vont bouffer de l'émotion, ils vont dire mais c'est quoi ça? Mais non, mais c'est dégueulasse, c'est pas juste, et tata. Ils vont exploser en fait, ils vont pas comprendre. Et les parents, en fait, comment ils vont expliquer ça? Bah, ils vont expliquer ça en fait à leur niveau, dans leur niveau de conscience, en fait, dans leur espace de conscience. Donc en fait, il n'y a pas à les juger, il y a simplement à constater qu'effectivement, ils ne sont pas en capacité à ce moment-là de pouvoir en fait aider un enfant à être en sécurité émotionnelle. Parce qu'eux-mêmes ne le sont pas. Et je vous donne un autre exemple, c'est pour ça que je vous ai donné ça, mais je vais finir sur les arrêtés là, municipaux dans certaines communes, ou même dans les bureaux, là, comme je vous ai dit. C'est que tout est intérêt. Tout est intérêt égotique. C'est-à-dire que bah, il y a le côté financier de la ville. Ah ouais, dans cette ville, il y a trop de SDF et tout. Il faut pas les laisser là comme ça et tout. Il faut les dégager, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit touristique, etc. Donc il y a un intérêt financier. Donc c'est un intérêt égotique. Alors il n'y a rien contre la finance, c'est simplement que quelle est l'intention qui est posée en fait sur ça, sur le fait de prendre un arrêté municipal et de dégager en fait des SDF et de les mettre ailleurs. En fait, de déplacer le problème. C'est comme les trafics de drogue, hein, c'est exactement la même chose, hein. On déplace le problème, hein. En fait, la police va se démerder en fait, pour dégager le trafic de drogue. Donc les mecs, ils vont trouver une autre commune. Mais du moment que ça ne se passe pas dans la commune, c'est ce qu'on appelle aussi une dissonance cognitive, hein. C'est exactement la même chose, hein. Et en fait, bah, l'impuissance et en fait la dissonance cognitive elle va arriver comment? Bah, le gars, en fait, il va trouver une histoire, une excuse pour descendre en intensité dans sa dissonance cognitive parce qu'il n'assume pas son impuissance. Donc pour éviter d'avoir le sentiment de honte, le sentiment d'impuissance, de ressentir cette impuissance, il ne veut pas ressentir cette souffrance, et que ce soit collectif ou individuel, eh bien, il va aller dans une dissonance cognitive en se racontant l'histoire. Bon, ça, je le détaillerai un peu plus tard. Mais ce que je veux vous dire là, par rapport à ces arrêtés, bah, c'est qu'en fait, les gens font la même chose.
Ben oui. Les gens font exactement la même chose. Euh, Quand des personnes, en fait, je veux dire dans leur vie privée, hein, c'est avec leurs enfants, hein, vous avez quelqu'un qui est pas bien, il y a quelqu'un qui est pas bien dans votre entourage, votre enfant ou un membre de votre famille, qu'est-ce que vous allez faire? Quand en fait la conscience n'est pas là au niveau où en fait on va pouvoir émotionnellement être en capacité d'aider la personne sans entrer, sans être investi totalement émotionnellement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, en fait, elle va tout faire pour que la souffrance s'arrête de l'autre. Donc si la personne, elle arrive et qu'elle est en dépression, qu'elle pleure, qu'elle n'est pas bien, elle passe un peu de temps à se plaindre, etc., il va se passer que l'autre personne en face, si elle n'est pas équipée et en capacité de pouvoir gérer cet émotionnel, elle va être impuissante. Mais comme l'ego ne veut pas en fait assumer cette impuissance, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il est fort, il sait tout faire, il sait, mais en même temps, il s'aperçoit qu'en fait là, oulala, 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 trop de merde là, oulala, 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 oh, bah, 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 ouais. Oh, arrête de pleurer s'il te plaît là, c'est bon, vas-y, non mais attends, viens, on sort, viens, on va sortir, viens, je vais t'emmener, je sais pas moi, viens, je vais t'emmener dans un parc, on va discuter, on va se balader, on va aller manger une glace, tout ça. En fait, la personne, elle vous répond non, non, mais j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester là, etc. Mais dans les films, en fait, ça se passe des fois à l'inverse. On vous montre des fois l'inverse. La personne, en fait, elle force, et toi, allez, viens, il faut pas que tu plonges comme ça, il faut que allez, viens, on sort, et tout, puis l'autre, après, elle lui dira, oh, merci, et tout, ah, c'était génial, et tout, ah, mais non, mais j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, et mais si, et tout. Donc, en fait, là, on vous montre la posture de sauveur. En fait, dans les films, ça passe super bien, et puis on se dit, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Donc les copines, les copains, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie réelle? Ils vont prendre l'autre, ouais, allez, viens, on sort et tout, on va se bourrer la gueule, tu t'en fous, une de perdue, 10 de retrouvée. Et il n'est pas là le problème en fait. Le problème, c'est qu'en fait, on ne considère pas l'autre dans sa souffrance. Le but étant d'accepter que l'on souffre soi-même, de voir la souffrance de l'autre, donc sa propre souffrance intérieure, du coup en reflet, en miroir, parce que l'autre, c'est nous, on pourrait être à sa place, ou on a déjà été à sa place. Mais si on a déjà été à sa place, qu'on fait exactement les mêmes erreurs, c'est qu'il y a une problématique au niveau du travail intérieur. Mais ça, c'est pas grave, ça peut se régler très vite. Par plus de prise de conscience, c'est pas très grave. Il n'y a pas à juger, parfois, il y a des choses qui se font en plusieurs prises. Moi, quand je passe du temps en fait en studio d'enregistrement, quand j'enregistre des batteries, enfin, puis maintenant pour l'instant, mais à une époque, bah, des fois je faisais la prise du morceau en une seule fois, puis des fois je la faisais en trois quatre fois. Mais là où j'étais meilleur, et c'est paradoxal, là où j'étais meilleur, c'est quand j'étais dans un état d'urgence, au bout de quatre cinq fois, où j'avais pris un peu de fatigue, un peu ça m'avait un peu saoulé, de faire 4 fois, 5 fois le même morceau, là. Euh, Bah en fait, c'est là où j'étais le meilleur, en fait. À quatre cinq fois, en fait, c'est là où j'envoyais tout, là, et c'était droit, c'était nickel et tout. Et on n'en parlait plus, merci, c'est dans la boîte, au revoir. Puis il y a des fois, en fait, le morceau, je le faisais instinctivement, pam, première fois, c'était dans la boîte. Bref, ça, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour vous dire que les choses, parfois, ne se font pas en une seule fois. Il y a des gens qui passent leur permis en deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, c'est bien une fois, ok, c'est cool. Mais en fait, celui qui l'a passé en une fois et que l'autre, il arrive, ah ouais, mais moi, ça fait trois fois, bah, du coup, il va se comparer, il va se trouver nul. Voilà, tout ça, c'est de l'impuissance. Tout ça, c'est de l'impuissance, ça fait partie des blessures. Voilà. Donc en fait, ce que je veux vous dire, en fait, et quand je vous donne ces exemples-là par rapport aux communes et tout, par rapport aux gens, c'est que dans la vie privée, c'est exactement le même reflet. C'est-à-dire qu'en fait, on va gueuler, en fait, et c'est pareil, hein, c'est une dissonance cognitive. Je vais vous donner plein d'exemples là-dessus. Je le prépare, hein, ça met un peu de temps, je le prépare. Hein, je vais vous faire un truc voilà, compréhensible pour tous. Mais comprenez qu'en fait, ça fait partie aussi des dissonances cognitives, tout ça. Euh, L'impuissance a un grand rôle là-dedans. Avec le sentiment de honte, etc., de culpabilité aussi. Hein. Quand on voit un SDF, qu'on ne peut pas lui donner d'argent, en fait, après, on a la culpabilité. Donc, vous avez des gens, en fait, qui vont soit faire demi-tour en se disant, ouais, non, mais attends, c'est pas bien, je suis une mauvaise personne et tout. Donc, elles vont se juger elles-mêmes. Elles vont faire demi-tour, elles vont donner de l'argent. Et en fait, après, elles vont partir en se sentant mieux parce que, du coup, ça les a valorisées. Donc en fait, ça c'est un comportement égotique parce qu'en réalité, l'intention qui a été posée, c'est pas le cœur
de donner avec le cœur, mais de donner par égoïsme, c'est-à-dire égo, pour être une bonne personne, pour passer pour une bonne personne, pour ne pas assumer sa culpabilité et son impuissance face à l'événement. C'est-à-dire que le fait de ne pas culpabiliser, ah, c'est bon, non, mais j'ai donné, c'est bon, je n'ai pas à culpabiliser. Mais voilà. Et comme elle a failli elle a culpabilisé au départ, c'est sa culpabilité qui lui a fait faire demi-tour. Donc l'intention, elle est pas dans le cœur. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Elle est bonne pour elle à ce moment-là, la personne. Il n'y a pas à la juger, elle est simplement à constater ce qu'elle a fait. Donc c'est un fait, c'est une réalité. Et si elle est vraie avec elle, qu'elle est authentique, elle vous dira effectivement, si vous la questionnez, elle vous dira effectivement, ouais, mais j'ai pas trouvé ça cool et tout. Non, mais je vais donner une pièce, c'est mieux. Ou alors il y a des gens qui vont se trouver des histoires, hein, qui vont dire, oui, mais de toute façon, moi je leur donne pas parce qu'en fait avec ça ils s'achètent de l'alcool. Bah, gros, c'est pas ton problème en fait. C'est pas ton problème. Moi aussi j'ai eu ce cas-là et moi-même je ne bois absolument pas une goutte d'alcool depuis que je suis petit. Euh, donc j'ai ce problème-là aussi, j'ai cette problématique-là. Mais quand vous donnez avec le cœur, ça ne vous appartient pas en fait ce que la personne elle fait avec. Parce que vous ne savez pas en fait, vous ne pouvez pas savoir en fait. Là c'est une déduction, c'est une supposition. Donc en fait on n'est pas dans les accords Toltec, en fait ne faites pas de supposition, demandez à la personne. Même, de toute façon le SDF peut-être qu'il peut vous dire aussi, non non je n'achète pas de l'alcool, alors qu'en fait ils vont en acheter, peu importe, on ne peut pas contrôler les gens, c'est pas possible. Il n'y a pas de contrôle possible sur les gens, même si beaucoup de gens le font. Mais le contrôle n'est pas possible. C'est ce qui se passe actuellement, hein. Le contrôle est lié à l'impuissance, hein. C'est ce qui se passe dans les rues, hein. Quand les gens manifestent, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur la situation. Et donc, en fait, pour le seul moyen comme ils n'assument pas leur impuissance face à l'événement, bah, en fait, ils vont essayer de prendre le contrôle en sortant, en manifestant. Je vous en parlerai de ça dans les énergies du moment. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, en fait, sur l'impuissance. L'impuissance face à ce type d'événement. Et en fait, on ne se rend pas compte que bah, tout ça vient de notre éducation, mais aussi et surtout de nos blessures émotionnelles, de nos blessures de l'âme profondes, qui font que on a cette problématique de différencier en fait l'état de l'autre et le nôtre inconsciemment. Et ce qui se passe avec l'enfant, par exemple, qui est en dépression, qui est pas bien, eh ben, on va absolument vouloir le sortir de cette situation parce qu'on ne veut pas voir notre propre souffrance, mais aussi la sienne. Parce qu'on est impuissant, on ne sait pas comment faire. Donc la réalité, c'est ça, en fait. En tout cas, pour moi, c'est la réalité. C'est une réalité. C'est qu'en fait, beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Et en fait, ils vont vous dire, bah oui, mais mes parents, moi, ils me disaient ça, et puis on pleurait pas, et puis on n'était pas aussi faible. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est pas possible, machin, ils sont trop faibles, et tout ça, blablabla. Tout ça, c'est des histoires d'ego, ça, c'est des histoires de blessures, d'injustice, blessures de rejet, blessures d'humiliation. Voilà. Et donc, en fait, bah, on va transposer, les personnes vont transposer ça, vont transférer ça, vont faire une projection et un transfert sur leurs enfants, en demandant à leurs enfants de ne pas montrer leur souffrance et d'être comme leurs parents, parce que leurs parents ont été éduqués de cette manière-là par leurs parents à eux. Et ça pose un problème aujourd'hui. Un gros problème. C'est pour ça que vous avez des gens en fait qui arrivent, qui grandissent, des enfants qui grandissent à un moment donné, même des adultes hein, aujourd'hui, hein, qui arrivent en fait et où ils sont en permanence déclenchés dans leurs blessures parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Parfois ils ont un peu conscience de ça, mais ils ne travaillent pas pour dévier, enfin pour partir de là. Donc du coup ils continuent à subir et ils vont mettre des barrages. Et ils vont croire qu'ils sont guéris parce qu'ils ont mis des barrages. Mais en fait, pas du tout. Et moi, je le vois très souvent dans les consultations, ça. En fait, ils ont mis des barrages, ils ont cru que c'était guéri. Et moi, je vais appuyer à un endroit et ça ouvre, en fait, ça ouvre tout le barrage, en fait. Moi, je sais où est le bouton, en fait, du barrage. En fait, je suis comme les postiers, moi. J'ai un passe-partout. Je peux rentrer dans n'importe quel barrage de n'importe qui soit gendarme en tenue devant moi, je vais rentrer dans son barrage à lui. Voilà. Et donc voilà ce que je voulais vous dire en fait sur la puissance des événements. C'est ce qui se passe actuellement, hein. Regardez, observez en fait hein, simplement dans les rues.
Prenez conscience de tout ça et vous allez vous apercevoir qu'en fait, devant les SDF, comment les gens se comportent. Ils ferment leur visage comme ça, oui. Bon. C'est pareil, hein, quand vous avez des personnes qui viennent là, sur les routes, là, en fait, vous essuyez les pare-brises et tout. C'est pareil, en fait, les gens avancent un petit peu en voiture pour les éviter, ou alors ils ferment les fenêtres, et ils regardent comme ça, non, non, non. En fait, simplement, en fait, ils n'assument pas leur impuissance, en fait, ils sont impuissants par rapport à... Ils ne savent pas comment faire pour dire non. Donc, comme ils ont peur du rejet d'eux-mêmes par la personne et d'être vus comme une mauvaise personne, ils vont se faire une histoire dans leur tête, donc c'est une histoire égotique inconsciente, et ils vont avancer un petit peu, genre, ah ouais, non, mais moi, attends, moi, j'ai pas pu m'arrêter, je me suis arrêté un peu plus loin, donc là, ouais, non, j'ai pas fait exprès et tout. Le mieux, en fait, quelque part, c'est d'aller à la discussion, d'anticiper, en fait, la discussion, d'aller vers lui, ouvrir la fenêtre. Ouais, salut, ouais, comment tu vas et tout, ouais, machin et tout. Ça va bien, ouais, il fait beau et tout, tatata. Alors, la personne, effectivement, dehors, peut croire que vous voulez, lui, qu'elle nettoie votre pare-brise. Sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Si elle prend la décision de nettoyer votre pare-brise, cette personne-là, si vous lui donnez pas d'argent, il n'y a pas d'obligation. C'est là où la culpabilité, elle arrive. C'est là, et c'est comme les SDF. C'est là où la culpabilité, elle arrive et la honte, elle arrive, c'est-à-dire que de la mauvaise personne, d'être une mauvaise personne. C'est-à-dire la personne se construit une histoire dans sa tête, c'est si elle me nettoie mon pare-brise, je dois lui donner de l'argent, c'est normal. Bah oui et non. Quand vous allez dans un endroit où vous décidez de faire nettoyer votre voiture, que vous payez un service, oui. Mais là, vous ne l'avez pas décidé, c'est une personne qui vous l'impose. C'est comme quelqu'un, un ami à vous, il arrive chez vous, il vient pour vous donner un coup de main, et puis, quand il a besoin, en fait, il vient, et puis vous n'êtes pas là. Alors, soit vous allez rentrer dans la culpabilité en disant ah ouais, ok, non, mais attends, et puis du coup, vous allez vous sacrifier, vous allez oublier ce que vous aviez à faire, vous allez dire oui, parce qu'en fait, vous allez vous dire ouais, il m'a aidé, ou alors vous allez dire non, mais vous allez culpabiliser. Mais dans les deux cas, vous allez culpabiliser. Ou alors, il y a la troisième, c'est que vous allez dire non sans culpabiliser. C'est très rare en général. C'est très, très, très rare. Alors, il y a la sirène, mais je vais arrêter là, de toute façon, j'ai terminé. Il y a la sirène, on est le premier mercredi du mois. Donc à la sirène, mais j'avais terminé. Donc vous avez compris un petit peu le phénomène de l'impuissance. Voilà, la blessure de l'impuissance. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus, réfléchir là-dessus et voilà, d'avoir une prise de conscience si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, si vous l'avez déjà vécu, comment vous l'avez vécu, de quelle manière. Venez en parler en commentaire. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, en fait, parce qu'en fait, c'est pas suffisant de prendre des prises de conscience. On est tous passés par ce chemin. Venez me voir, appelez-moi, vous avez mon numéro en bas. Appelez-moi et passez en consultation. Voilà. Et là, on ira beaucoup plus loin dans les blessures émotionnelles. Et comme je vous l'ai dit dans d'autres podcasts, là c'est une vidéo, vous allez ressortir avec votre squelette en fait. Moi, je suis là pour sortir vos squelettes des placards. Donc je vous ferai partir avec votre squelette à la fin de la consultation. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai sorti ça, mais c'était une blague. Enfin, c'était une réalité, mais c'était une blague à la base. Et je pense qu'à un moment donné, je vais tellement en rire que en fait, je vais acheter peut-être je vais en faire des goodies là. Vous savez, je vais acheter un squelette en fait et je vais le distribuer en fait aux gens. Après les consultations, je vais leur dire voilà, tenez, voilà, c'est votre squelette. Bravo, vous avez sorti votre squelette. Voilà, le voici. Enfin, je vais rigoler comme ça. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous et à bientôt.